Ils avaient fait voile depuis, et en étaient arrivés là. Pavel était assis à côté d'Adenau, qui n'avait toujours pas bougé. Assis sur son barda, cela faisait 2 jours qu'il poursuivait la colonne d'Omra. Les inquisiteurs avaient manœuvré le navire comme ils le pouvaient, à défaut d'équipage plus compétent. Les Skaven, eux, n'en étaient pas à leur coup d'essai, et connaissaient cette partie du désert comme personne. Adenau n'était revenu à lui que 3 fois. Pour faire son rapport, manger et boire le strict nécessaire, avant de retourner immédiatement sur les ailes de son limier. Pavel s'était inquiété. On ne restait pas si longtemps hors de son corps sans conséquence. Mais la chasse avait été dure, et son ami était résistant. Les Skaven avaient progressé extrêmement vite, et la petite colonne avait pris de nombreuses précautions pour ne pas être suivie. Évidemment, difficile d'imaginer qu'on était traqué depuis les nuages. C'était ça l'avantage stratégique écrasant qu'offrait Adenau en mission. Même si Pavel avait réagi rapidement, et il avait été certain d'avoir fait le bon choix en forçant l'arrêt du Célestial, il avait tout de même fallu toute la première nuit à la cigogne pour retrouver les fugitifs, qui avaient avancé vers le nord, galopant à 4 pattes pour gagner du temps. Il semblait que malgré son assurance sur le navire, 2 jours plus tôt, le rat gigantesque que Pavel avait identifié à ce moment-là comme le mâle alpha avait peut-être compris. Il avait compris qu'il venait de mettre un coup de pied dans un nid de frelons. Du moins, il l'espérait pour lui. Adenau avait ouvert les yeux et acquiescé de la tête en voyant que son chef était déjà là, à ses côtés, le fixant d'un air interrogateur. Sans se lever, il lui avait expliqué précisément et calmement la situation. Quelques minutes plus tard, Pavel était descendu les marches qui le menaient au point inférieur. Là, dans la pénombre humide de la cale, les soldats se reposaient et attendaient les ordres. Il s'était posté au milieu de l'attention générale, assis sur une caisse, parmi les hamacs et les filets. À bas le décorum cette fois-ci. Il fallait être parmi les hommes. Il fallait qu'il se rapproche des soldats, au plus près. Il fallait éviter que cela ne dégénère une seconde fois. L'avant-bras appuyé sur une petite table, il avait avisé qu'elle était jonchée de cartes et de piécettes d'argent. À haute voix, et très ironiquement pour lui-même, il avait fait la réflexion que, tiens, un officier un peu protocolaire, un peu raide, n'avait-il pas interdit ça, les jeux d'argent pendant l'émission? Mais bon, on disait que c'était un vieux con de toute manière, non? Il avait jeté un coup d'œil circulaire dans la cale, satisfait, et il avait constaté que son autodérision avait fonctionné. Les soldats se toisaient du regard amusés et s'étaient naturellement rassemblés autour de lui. Et il avait briefé les hommes. Adenau lui avait rapporté qu'il avait suivi les Skaven jusqu'à une zone de forte colline. Là-bas, les rochers fendaient la peau du désert pour s'élever en cicatrices de pierre à quelques mètres de haut. Cette zone de sérac formait un dédale de relief où l'herbe poussait moins abondamment. La bonne nouvelle donc, c'était que les fuyards avaient atteint leur camp et s'y étaient immobilisés, non conscients de la battue qu'on menait à leur trousse. Il s'agissait d'une petite crique entre 2 collines plus hautes où le tracker avait pu discerner les bases de quelques structures en bois et l'entrée de plusieurs terriers. Un petit village. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle. L'emplacement du camp rendait son accès impossible par bateau à roulement. Il faudrait donc s'arrêter en amont et marcher sous la coupe des hautes herbes. Évidemment, sa dernière phrase avait provoqué la stupeur, et un murmure inquiet s'était répandu à travers les soldats. La végétation recouvrant intégralement ces grandes plaines était pour beaucoup dans le caractère inhospitalier de la région. Quand les brins avaient poussé suffisamment pour dépasser les 2 mètres de haut, cette forme d'herbe orangée, à moitié magique c'était certain, avait la particularité dérangeante et mortelle de prendre le vent et de se mettre à vibrer de telle façon qu'elle devenait tranchante comme des rasoirs. Cet état de fait en disait également long sur la dangerosité des créatures qui étaient parvenues à s'adapter malgré tout
à ce milieu hostile et qui rôdait sous le couvert de la végétation. Après cette traque, Pavel avait encore mené à bien quelques missions là-bas. Mais jamais il n'avait réussi à se débarrasser d'une certaine crainte à l'idée de voguer à nouveau sur le désert des hautes herbes. Il n'avait jamais foulé lui-même le grand large à pied, mais au récit des voyageurs, il pouvait imaginer à quel point les chances de survie étaient faibles si l'on passait par-dessus bord tandis que le vent se levait. Personne n'aura à braver le grand large, avait rassuré Pavel. Notre bateau s'approchera au plus près des collines et nous débarquerons. Dans l'herbe, certes, mais jusqu'au torse seulement, pas plus haut. À cet endroit, elles poussent plus courtes et ne prennent pas le vent. Vous ne risquez rien, je vous l'assure. Enfin, il l'espérait. Adno lui avait assuré cela. Et à ce moment précis, il n'avait fait que transmettre les consignes du tracker. Mais il savait ce qu'il faisait. D'un revers d'autorité, il avait balayé les quelques questions qui flottaient encore dans la cale, et il était passé à la suite du briefing. Il fallait éviter que ces soldats, transformés en vengeurs pour l'occasion, n'abusent de leur position. Le problème, c'est que personne, perdu au milieu du désert, n'aurait pu les punir pour ça, surtout sur des Skaven. Il fallait qu'il soit seul le garde-fou de cette expédition punitive, pour ne pas qu'elle dérape. Ça y est. Il se souvenait l'avoir pensé à ce moment précis. Expédition punitive. Vengeance et châtiment. C'était justement ça le terme qu'il redoutait. Il avait repensé furtivement à son autre soi, le rigide, le paladin qui aurait adoré les expéditions punitives. En s'imaginant un double, il pouvait s'en éloigner. Cela lui offrait une échappatoire. Il était en train de remiser définitivement ses folies meurtrières le plus profondément possible. Peut-être qu'il y aurait encore quelques secousses, mais il y parvenait. Il avait continué, lentement, pour que tout le monde prenne bien la mesure de ce qui allait suivre. Nous allons éliminer un groupe de pirates particulièrement sanguinaires et décidés. Est-ce que cela est clair pour tout le monde ? Il s'était levé et avait haussé le ton, toisant tour à tour ses hommes. Nous sommes des inquisiteurs. Ce problème ne relève pas de notre fonction, mais quand bien même. Nous y allons pour laver l'honneur de l'ordre. Uniquement. Pensez-y quand nous y serons. Vous êtes au service de la justice et vous êtes tenus de donner l'exemple. Les plus jeunes n'avaient pas compris, évidemment. Mais les plus vieux, ceux de sa génération, avaient parfaitement saisi que leur colonel essayait d'éviter un pillage et un massacre aveugle. Il n'avait pas pu s'empêcher de remarquer le dépit de certains, et ça l'avait dégoûté. Un petit groupe qui était arrivé à l'Inquisition ensemble, il y a peu de temps. Sûrement des déserteurs. C'était bien, au moins la situation limite qu'il avait vécue là-bas l'avait aidé à séparer les bons grains de l'ivraie. Les quelques sanguinaires du fond, il les avait gardés à l'œil bien après la mission, et son flair lui avait donné raison. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, avait-il lancé en direction du fond de la cale. Qu'importe ce qu'il s'est passé il y a 2 jours, nous sommes là pour les combattants, les mâles, armés. Or, nous entrons dans ce qui ressemble fort à un village. Nous épargnerons donc les femmes, les enfants et toute créature désireuse de se rendre. Ceci est non négociable. Je ne tolérerai aucun pillage ou abus de pouvoir de votre part. Et j'y veillerai, personnellement. L'Inquisition a déjà trop de sang sur les mains. Un grand silence avait suivi. Le colonel se ramollissait, avait sûrement pensé certains. Mais il s'était consolé un peu, en voyant que son discours avait tout de même eu l'air de rassurer un autre petit groupe de recrues, dans lequel il avait reconnu le jeune homme qu'il avait vu sur le pont.
Ces novices ne pouvaient simplement pas s'imaginer massacrer des innocents, après avoir vu l'équipage entier se faire égorger. Il avait conclu, en tentant d'être un peu solennel. Vous avez été sacré chevalier et prononcé vos vœux au plus profond du puits cordien. Restez-en digne. Il s'était levé et avait quitté la cale, qui lui paraissait à ce moment-là nauséabonde. Définitivement, jouer le maître de guerre l'avait fatigué. Il avait décidé qu'il voulait profiter des quelques heures qui lui restaient avant d'arriver à la limite navigable des collines. La nuit était tombée depuis une trentaine de minutes à peine, et une quiétude silencieuse montait doucement dans l'air depuis le sol surchauffé. Un mélange entre le bruit sourd des roues de pierre et la parade des insectes, cachés dans l'étendue d'herbe. Il avait repris le chemin de la proue qu'il avait quitté 1 heure plus tôt, interrompu dans ses rêveries. Puis, il s'était ravisé. Il avait défait sa cape, son plastron et enfin ses jambières. Il avait décidé d'éprouver ses muscles, vieillissants justement, et il voulait monter sur le grand mât. Il avait souri comme un enfant, pendant l'ascension dans les cordages qui le menaient au nid de pie. La vigie, postée là-haut, avait fait de grands yeux étonnés, en le voyant, lui, son colonel, émerger dans le panier, en chemise et avec un sourire presque imbécile aux lèvres. Il lui avait pris son tour de garde et l'avait rassuré. Il l'envoyait manger un morceau avant l'attaque du soir. Une fois seul, il s'était adossé au mât et il avait sorti de sa ceinture le couteau à large bord du chef de meute qu'il avait ramassé sur le pont. Longuement dans la nuit, il avait observé luire la lame. Une fois arrivé, le terrain s'était creusé de plus en plus, et certains reliefs faisaient tanguer la grande embarcation de plusieurs mètres au-dessus du sol. L'herbe était effectivement moins haute, et à la lueur de la lune, il avait pu distinguer sur ces rocailles des restes de mâture, ou même les cages thoraciques entières, parfois éventrées, d'autres navires échoués là depuis des lustres. Par grand vent, il était facile d'imaginer à quel point ce sérac était inaccessible, et pourquoi les Scavennes y avaient installé leur masure. Ils avaient passé une 20aine de minutes à louvoyer de la sorte pour dénicher un passage. Alors que le barreur avait tenté une ultime manœuvre pour se faufiler dans un sentier qui lui paraissait prometteur, une des roues arrière avait dérapé dans une crevasse, et le bateau, ainsi déséquilibré, avait touché bâbord, un écueil rocheux qui avait arraché un long cri plaintif à la coque. Il avait pris cela comme un ultime avertissement du Célestial, à qui il en avait déjà demandé beaucoup durant les 2 derniers jours, et il avait fait jeter l'ancre. Encore aujourd'hui, sur le balcon de l'Inquisition, la suite lui apparaissait très troublée, comme à travers un rêve. Et Pavel ne put s'empêcher de serrer un peu la main sur la rambarde. Ils avaient marché silencieusement pendant 2 bonnes heures dans les broussailles. La tension était montée d'un cran lorsque la lumière du camp Scaven avait été à portée de vue. Il se souvenait s'être arrêté un instant dans la nuit, et il avait fait le tour des chefs de patrouille avant de continuer. Malgré l'obscurité, la lune était toujours là et éclairait les armures blanches. Il pouvait clairement détailler chaque petit groupe d'hommes, chaque regard. Tous étaient tendus, et, sur leurs visages contrastés, on voyait chez certains la peur dans le clignement d'un œil, et chez d'autres, la rage au coin des lèvres. Ils s'étaient déployés en arc de cercle, à quelques centaines de mètres du campement, parfaitement synchronisés, comme des fauves qui chassaient ensemble. Lui et ses soldats avaient continué à avancer lentement dans la nuit, sans faire d'autre bruit que celui des herbes qu'ils pliaient pour s'ouvrir un passage. C'est là qu'ils avaient été repérés. Évidemment, ils n'avaient pas imaginé pouvoir arriver jusqu'au village sans être vus, mais ils étaient tous suréquipés, et avec un avantage stratégique écrasant. Leurs grandes armures les couvraient de la tête aux pieds, et les armes légères des Scavennes n'allaient leur être d'aucune utilité. À ce stade, que l'alerte soit donnée ne faisait pas grande différence.
il les balayerait comme on fauche un champ de blé. Tout le monde avait dégainé, et en quelques secondes, ils avaient été sur la sentinelle, qui s'était effondrée dans un gargouillis lorsqu'on lui avait tranché la gorge. Il avait serré les dents en repensant au massacre sur le pont. Mais il aimait tout de même l'idée que ces hommes n'aient pas à exécuter les vermines dans leur sommeil, toutes vermines fussent-elles. À une centaine de mètres de là, le refuge des Scaven s'était soudainement agité. Ils criaient dans leur langue tranchante et s'étaient organisés à la va-vite. Il avait pris une seconde le temps de respirer l'air de la nuit. Et il avait ordonné l'attaque. Pas de hurlements frénétiques cette fois. Les hommes étaient restés tapis dans l'ombre et légèrement ramassés sur eux-mêmes. Ils s'étaient contentés d'accélérer le pas et avançaient les armes à la main, prêts à se battre. Il avait décidé depuis un moment déjà qu'il ne participerait pas à l'assaut à proprement parler. Il jouerait le rôle du soutien. Stratégiquement parlant, personne n'aurait pu le lui reprocher. Il avait rengainé son épée et s'était éloigné de son escouade en laissant le commandement à son chef de file. Il avait avancé seul un moment, puis il avait bifurqué pour contourner une crevasse et atteindre un massif rocheux qui s'élevait à 4 mètres au-dessus du sol. Il s'y était hissé en quelques foulées et, à genoux, avait déroulé le long paquet de couvertures qu'il portait dans son dos. Il avait déballé méticuleusement sa grande arbalète de chasse qu'il avait emportée pour l'occasion et disposé les carreaux autour de lui, plantés au sol, prêts à servir en cas de besoin. Et il avait attendu. Depuis son poste d'observation, il avait une vue imprenable sur toute la cuvette où ils avaient prévu que le combat se déroulerait. Il avait observé les escouades progresser simultanément dans les hautes herbes en direction du camp. À une petite centaine de mètres de là, le refuge continuait de s'agiter. Il avait pu distinguer les tentures, tirées entre les piquets, et les passerelles qui couraient autour des rochers. Les structures de bois épousaient la forme de l'entrée des fosses béantes, creusées dans le profil de la colline. De l'entrée de ces terriers, il sortait grouillant des monceaux d'hommes rats, comme une vague. Tout n'était qu'entremêlat de griffes et de couinements. Cela formait un tapis de fourrure noire qui tentait de s'échapper de leur trou au plus vite, débordant autour d'un grand feu au centre des constructions qui éclairaient toute la scène. Dans la mêlée, certains s'étaient saisis d'armes, des lances et des couteaux de fortune qui ne leur serviraient à rien. Tandis que ces hommes avançaient toujours implacablement, l'amalgame des vermines s'était organisé un peu et il avait pu distinguer 2 groupes autour du foyer. Il avait compté rapidement, au jugé, tandis qu'il disposait devant lui les 2 réserves de carreaux qu'il avait emmenées. Il avait déduit un peloton de mâles et un autre composé des femelles et des enfants du clan. Au total, environ 250 têtes, dont un peu moins de la moitié étaient à abattre. Il s'était voulu calme, mais n'avait pas réussi à réfréner son envie de vengeance. Il s'était imaginé le recul de l'arbalète qui se déchargeait vers les bêtes, le bruit mat et sec du projectile qui pénétrait dans la chair et qui aurait fait à coup sûr plonger sa victime en arrière, le crâne éclaté ou la cage thoracique en morceaux. Il s'était mis à recharger son arme fébrilement, lorsque, du coin de l'œil, le camp s'était soudain vidé. Avec stupeur, il avait vu se produire l'inverse de ce à quoi il s'attendait. En toute logique, les hommes du clan allaient couvrir la fuite de leur progéniture. Du moins, c'est comme cela que ça fonctionnait, la guerre. Certes, on ne pouvait jamais prévoir la sauvagerie d'un ennemi, mais quand on organisait son côté du champ de bataille, on faisait tout pour protéger les femmes et les enfants. Mais il s'était souvenu de l'attaque. Des combattants capables d'égorger une vingtaine d'innocents? Non. Ces Skaven ne faisaient pas la guerre. Ils étaient régis par un système d'impératifs et de fidélité qui le dépassait complètement. Pavel baissa son arbalète, incrédule, lorsqu'il vit la cohorte de mâles fuir le camp, en laissant les femmes et les enfants derrière eux, le grand rat noir en tête. Il s'en allait.
Sa frénésie meurtrière avait complètement disparu, et ça l'avait meurtri de se rendre compte à quel point il s'était laissé aller. Il apprendrait bien plus tard, à son retour au Puy-Cordien, le fonctionnement d'un clan Skaven. Seul comptait sa lignée au sens large, et ce sont les mâles qui la portent, puisqu'ils possèdent la majeure partie des gènes dominants. Les femelles mettant au monde de 6 à 8 individus par portée à une vitesse alarmante, la vie n'avait que peu de valeur pour un chef de clan Skaven, qui laissait d'ailleurs souvent mourir les plus faibles, ou même les enfants surnuméraires. Qu'importe les pertes si l'objectif était accompli. Et c'est ainsi que fonctionnait leur monde. Un monde tendu vers la surpopulation, l'invasion grouillante et surtout le mépris du plus faible. Mais tout cela, Pavel l'ignorait encore quand il vit les femmes et les enfants pénétrer dans la broussaille et avancer à la rencontre de ses troupes. La grande arbalète au pied, il avait contemplé la scène, qu'il n'avait bien sûr pas compris. Tant pis s'il ne comprenait pas, s'était-il dit. Cela ne changerait rien au plan. Il avait confiance en ses soldats, et lorsqu'ils se heurteraient aux civils, si tant est que l'on pouvait les appeler ainsi, ses troupes allaient simplement remonter la piste, et se lanceraient immédiatement à la poursuite des fugitifs. Cette ruse immonde n'allait offrir au mal que quelques instants de répit. Il en était là de ses réflexions, lorsque les sillons que les inquisiteurs formaient dans l'herbe vers le campement rencontrèrent ceux laissés par les femelles Skaven venant à leur rencontre. Évidemment, et comme prévu, les soldats avaient suivi ses instructions, et ils s'étaient stoppés un instant, étonnés de ne pas trouver les adversaires auxquels ils s'attendaient. Et tout s'était enchaîné. Un flash d'abord. Durant cet instant, Pavel avait gravé dans sa mémoire le visage déformé par la peur d'un de ses soldats, légèrement isolé du groupe et en première ligne. Le pauvre homme avait tout juste eu le temps de lever ses bras devant lui. Puis l'explosion verte l'avait avalé. Le premier souffle avait été si violent qu'il l'avait fait tomber en arrière, et la détonation lui avait fait vrombir les oreilles. Il s'était redressé sur un genou et se protégeait le visage d'une seconde détonation, sans comprendre. Il avait vu une troisième boule de feu sans l'entendre, puis une quatrième, une cinquième. Il avait arrêté de compter, et il s'était mis à pleurer. Il s'était rué en bas du massif, mais il avait été stoppé net par la vision de ce qu'il restait du champ de bataille. L'herbe qui ne brûlait pas était couchée par les détonations et laissait entrevoir de grands cratères, dans lesquels gisaient des morceaux de cadavres éparses, aussi noirs que l'humus arraché au sol. Des formes rampaient pour s'éloigner des flammes dévorantes et l'herbe vibrait sous l'effet de leur chaleur. Un de ces hommes avait émergé de la fumée et l'avait heurté de plein fouet. Il l'avait retourné contre lui pour découvrir un visage fondu par le souffle de l'explosion. L'homme ne voyait plus. Seul subsistait le trou béant de sa bouche par laquelle il hurlait sans discontinuer, en s'agrippant à l'armure de son chef. Il l'avait repoussé par réflexe, et l'homme s'était effondré, face contre terre. Les explosions l'avaient assourdi, et il n'entendait plus qu'un sifflement lointain. Partout où il posait les yeux, le vert émeraude de la nuée ardente se mêlait au noir de la fumée pour former un labyrinthe épais. Plus loin à sa gauche, dessinée par le contre-jour des flammes, une silhouette en armure se tenait encore debout. Pavel avait titubé comme il le pouvait dans sa direction, mettant son bras devant son visage pour ne pas respirer les cendres. Le bas du corps et un bras arrachés par l'explosion, l'officier Tibère avait eu juste assez de force pour redresser ce qui lui restait de buste, et s'était hissé, bien droit comme pour un dernier garde-à-vous, sur le rocher où il avait été projeté. Lorsqu'il s'était approché,
cette moitié d'homme avait tourné la tête dans sa direction et l'avait fixé, impassible, les yeux grands ouverts, écarquillés, remuant les lèvres pour lui parler, en laissant s'écouler à chaque mot ce qui lui restait de sang. Il avait vu, sans qu'il s'arrête de psalmodier, l'homme tronc lentement glisser sur la pierre, jusqu'à ce qu'il bascule de son piédestal et ne disparaisse dans le bourdonnement. Il avait rapidement détourné les yeux et avait couru dans la direction opposée, sans s'arrêter. Lorsqu'il s'était éloigné suffisamment de l'épicentre de l'explosion, il s'était effondré au sol et avait vomi toutes ses rations. En se redressant, il avait, à quelques mètres de là, reconnu un morceau d'armure enseveli sous la poussière. Il avait rampé jusqu'à elle et s'était agenouillé, auprès d'une recrue agonisante à qui les bombes avaient arraché tout le flanc gauche. Il avait fait reposer sa tête sur ses genoux tant bien que mal, et avait tenté de le rassurer, un instant. C'était le jeune qui craignait ne pas savoir conduire le bateau. Dans son dos, il avait entendu, lointain, les cris de Adenau, qui s'était précipité vers les blessés. Le novice était mort, bien sûr, quelques secondes plus tard. À travers la fumée, un bras calciné était tendu vers le ciel, et il n'avait pas réussi à savoir s'il s'agissait d'un chevalier ou d'une des mères Scaven. Ils avaient piégé les femmes et les enfants. Des 25 hommes présents pour l'attaque, 8 avaient été tués sur le coup, et 10 autres souffraient de blessures si graves que même avec l'aide des soins magiques d'Adenau, certains avaient gardé des séquelles à vie, tandis que d'autres, indemnes, n'étaient jamais repartis sur le terrain, comme si les longues flamèches vertes s'étaient imprimées durablement sur leur rétine. Les survivants s'étaient installés à l'abri, dans une anfractuosité rocheuse un peu à l'écart. Dans le petit camp de fortune, on avait tenté de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. À l'époque, il n'avait pas osé soutenir le regard de ces hommes. Il avait marché, à travers la fumée comme un zombie, anesthésié par la douleur. Il avait cherché à travers les ombres vacillantes les plaques d'identification de ceux que les détonations avaient réduits en poussière. Il y avait tellement de chair calcinée qu'il ne parvenait pas à reconnaître le corps de ses soldats. Et c'est là qu'il l'avait trouvé. Plus tard, il s'était imaginé qu'une des femelles du clan avait eu un éclair de lucidité. Une seconde d'instinct maternel était survenue, avant qu'elle n'allume sa charge, et elle avait dû le lancer le plus loin possible. Elle avait voulu protéger le petit tas de chiffon qu'il avait maintenant sous les yeux. Pas plus grand que son aume et largement brûlé sur les pattes inférieures et sur une bonne partie du torse, le petit raton avait survécu par miracle et respirait faiblement dans l'herbe. Sans doute avait-il dû ingurgiter son lot de fumée, lui aussi, et il n'en avait plus pour très longtemps. Pavel avait longtemps hésité, puis dirigé son épée vers la petite tête, juste pour ne pas lui donner un coup de botte. Ce n'était pas juste un rat tout de même. Il s'était aussi dit qu'il aurait pu le laisser là, pour qu'il meure, et partir. Mais s'il survivait, peut-être deviendrait-il le prochain mâle alpha, le suivant de ces immenses nuisibles noirs qui lui avaient échappé ce soir-là. Il avait le même pelage sombre, et malgré ses quelques semaines d'existence, on pouvait déjà reconnaître sur lui les traces de son appartenance au clan Taïgosier. Les oreilles, ce cou si large. Et malgré tout, il n'avait toujours pas réussi à l'éliminer. Alors, il avait fait quelque chose qu'il ne s'expliquait pas. Il avait mouillé le tissu dans lequel se trouvait le nouveau-né avec ce qui lui restait d'eau dans sa gourde, et il l'avait glissé dans sa cape. Il l'avait caché durant tout le voyage du retour, et s'en était occupé. Prétextant un profond désarroi depuis l'échec de sa mission, il ne quittait plus sa cabine. Il l'avait nourri, il l'avait soigné du mieux qu'il avait pu, et l'enfant avait survécu.
En bas dans la cour, l'entraînement était terminé depuis longtemps. Cette histoire, il allait devoir la raconter encore de nombreuses fois à son petit. Il fallait qu'il redouble de détails pour qu'il comprenne. Mais lui aussi avait dû comprendre beaucoup de choses pour en arriver là. Aujourd'hui, il était général et avait vécu des horreurs, mais cette traque et tous ces questionnements avaient changé sa vie. Au début, lorsqu'il marchait vers le bateau en serrant sa cape contre lui, et entouré de ses hommes blessés, Pavel s'était trouvé une excuse pour ce petit paquet de chiffons qu'il cachait aux autres. Ce Skaven, ce symbole de son échec, il voulait en faire une arme. Il allait en faire la perte du clan Taigosier. Mais ça n'avait pas duré. Il avait eu une grande discussion entre lui, entre le capitaine inflexible et sanguinaire et le paladin vieillissant. Il fallait savoir lequel des deux hommes avait ramassé le petit raton. Savoir une bonne fois pour toutes pourquoi est-ce qu'on l'avait ramassé. Ce raton, il n'avait pas pu lui décharger son arbalète au travers du crâne. En l'entendant s'approcher, le petit Skaven avait péniblement ouvert les yeux et l'avait fixé à l'époque. Des grands yeux noirs qu'il retrouvait aujourd'hui. Les yeux d'un nouveau-né avant d'être ceux d'un Skaven. Et il était blessé, et il était seul. C'était à ce moment-là qu'il s'était débarrassé de la seconde partie de lui-même, et avait définitivement tourné le dos au répurgateur imbécile qu'il avait été durant les jeunes années de sa vie. Il s'était lavé les mains de ce qui arriverait s'il était découvert. Il avait fait abstraction des conséquences, du risque qu'il prenait, du grade de la promotion, de la reconnaissance et de la réputation de ce foutu ordre, de cette inquisition de malheur. En grandissant, il pouvait certes devenir le plus sanguinaire des chefs de horde, mais il pouvait aussi se révéler être tellement plus. C'était le moyen qu'il avait trouvé pour ne pas échouer cette mission après tout. C'était ce qu'il s'était senti obligé de faire, Pavel le Gris. C'était le but qu'il cherchait depuis longtemps. Ce nourrisson, ce tout petit bout d'avenir, il l'avait aimé très vite. Il allait grandir, et il serait au contraire un représentant vivant de tout ce qui était possible, mais auquel personne ne croyait. Une preuve qu'avec tous ses préceptes, cette rigueur militaire et ses ordres appris par cœur à l'Inquisition, on pouvait faire autre chose qu'une guerre perpétuelle, autre chose que des expéditions punitives. Cette nuit-là, à bord du Célestial, dans le fond de sa cabine, il avait porté le petit mâle poilu qui ne lui ressemblait en rien dans ses bras. Pavel le Gris avait décidé qu'il serait le fils qu'il n'avait jamais eu.